Voici l'explication linéaire numéro 2 du parcours individu, morale et société, qui étudie l'œuvre intégrale La princesse de Clèves de Madame de Lafayette. Vous voyez, je vous ai mis des paillettes parce que c'est une scène absolument, extraordinaire, qui, prend place donc dans cet extrait de La princesse de Clèves. Heu, voilà, il faut que j'y arrive. Qui, a été écrit par Madame de Lafayette en 1678 et cet extrait se situe après le mariage avec Monsieur de Clèves, hein. Mademoiselle de Chartres, qui est donc devenue la princesse de Clèves, est engagée par les liens du mariage avec un homme qu'elle estime, mais dont elle n'est pas amoureuse et elle rencontre pour la première fois le duc de Nemours, dont elle a déjà beaucoup entendu parler et c'est important, pour, la suite de s'en souvenir. Lorsqu'elle arriva, l'on admira sa beauté et sa parure. Le bal commença et comme elle dansait avec monsieur de Guise, il se fit un assez grand bruit vers la porte de la salle, comme de quelqu'un qui entrait et à qui on faisait place. Madame de Clèves acheva de danser et pendant qu'elle cherchait des yeux quelqu'un qu'elle avait dessein de prendre, le roi lui cria de prendre celui qui arrivait. Elle se tourna et vit un homme qu'elle crut d'abord ne pouvoir être que monsieur de Nemours, qui passait par-dessus quelques sièges pour arriver où l'on dansait. Ce prince était fait d'une sorte qu'il parut difficile de n'être pas surprise de le voir quand on ne l'avait jamais vu. Surtout ce soir-là, où le soin qu'il avait pris de se parer augmentait encore l'air brillant qui était dans sa personne. Mais il était difficile aussi de voir Madame de Clèves pour la première fois sans avoir un grand étonnement. Monsieur de Nemours fut tellement surpris de sa beauté que lorsqu'il fut proche d'elle et qu'elle lui fit la révérence, il ne put s'empêcher de donner des marques de son admiration. Quand ils commencèrent à danser, il s'éleva dans la salle un murmure de louanges. Le roi et les reines se souvinrent qu'ils ne s'étaient jamais vus et trouvèrent quelque chose de singulier de les voir danser ensemble sans se connaître. Ils les appelèrent quand ils eurent fini, sans leur laisser le loisir de parler à personne, et leur demandèrent s'ils n'avaient pas bien envie de savoir qui ils étaient, et s'ils ne s'en doutaient point. Pour moi, madame, dit monsieur de Nemours, je n'ai pas d'incertitude. Mais comme madame de Clèves n'a pas les mêmes raisons pour deviner qui je suis que celles que j'ai pour la reconnaître, je voudrais que votre majesté eût la bonté de lui apprendre mon nom. Je crois, dit madame la dauphine, qu'elle le sait aussi bien que vous savez le sien. Je vous assure, madame, reprit madame de Clèves, qui paraissait un peu embarrassée, que je ne devine pas si bien que vous pensez. Donc, je vous rappelle qu'on commence par donner le mouvement, c'est-à-dire le plan du texte. On peut découper ce texte en 4 sous-parties, de la ligne 1 à 5 jusqu'à de prendre celui qui est arrivé. C'est la préparation de la rencontre. Puis on a le coup de foudre lui-même, jusqu'à la ligne 12 des marques de son admiration. Enfin, le couple danse sous le regard de tous les personnages de la cour, jusqu'à la ligne 17, et s'il ne s'en doutait point. Et enfin, la partie de dialogue, heu, jusqu'à que vous pensez, qui propose ou qui rapporte l'entremise du roi et de la dauphine, dans cette rencontre entre l'héroïne et le duc de Nemours. Mon fil directeur sera de voir en quoi la rencontre entre l'héroïne et monsieur de Nemours est extraordinaire. Donc tout d'abord, la préparation de la rencontre, tout ce qui vient et qui crée du suspense avant, le fameux coup de foudre. On a un début de récit qui est écrit avec une concision très classique, un récit au passé simple, arriva, admira, commença, avec des propositions courtes, hein, sujet, verbe, lorsqu'elle arriva, le bal commença. Donc tout cela est très classique dans l'art de la concision. Mais il y a également un art du suspense qu'on a déjà vu dans le portrait de Mademoiselle de Chartres, avec le même finalement procédé qui est de choisir une tournure impersonnelle. Il se fit un assez grand bruit
Et donc on voit que l'attention qui était concentrée sur la princesse, se déplace vers un inconnu qui arrive et dont l'entrée est assez, fracassante. Ce personnage n'est pas nommé, on a des périphrases comme de quelqu'un qui entrait, à qui on faisait place, celui qui arrivait, mais son nom, n'est pas donné, un peu comme si on était du point de vue, de la princesse de Clèves qui n'a pas encore aperçu le duc, qui ne sait pas encore de qui il s'agit. L'intervention de la cour et du roi notamment, puisque le roi, on dit qu'il lui cria de prendre celui qui arrivait, constitue une sorte de fatalité, hein. Là, il n'y a pas de divinité qui orchestre le destin des personnages, mais c'est le roi qui va intervenir et on voit bien que la cour est ce lieu où l'on est observé, hein. On a le verbe admirer avec le on, impersonnel qui désigne, tous les personnages de la cour, mais où l'on doit également se soumettre aux intrigues et aux caprices des puissants. On voit dans la dernière partie que, il n'est pas possible de se soustraire à cette intervention, des puissants. De la ligne 5 à 12, on a le coup de foudre, lui-même, ce qu'on appelle, une scène de première vue avec, justement ces verbes de perception visuelle. Elle se tourna et vit. Les personnages se reconnaissent sans s'être jamais vus. Il y a donc quelque chose d'assez romanesque, assez raffiné dans cette vision de l'amour qui est issue de, la préciosité. L'arrivée un peu cavalière de monsieur de Nemours, on vous dit qu'il passait par-dessus quelques sièges, peut rappeler celle du chevalier qui passe les obstacles pour retrouver sa dame, hein, puisqu'on se souvient que la préciosité est empreinte, de, l'héritage, de la fine amour, de l'amour courtois. S'ensuit une description, très élogieuse du duc, qu'on a enfin, type de description avec hyperbole qu'on a déjà vu dans des portraits, précédents, avec, là encore beaucoup de concision. Tout est suggéré plutôt que, décrit, hein. Ce prince était fait d'une sorte qu'il parut difficile de n'être pas surprise de le voir quand on ne l'avait jamais vu, avec, des litotes. Surtout ce soir-là où le soin qu'il avait pris de se parer augmentait encore l'air brillant qui était dans sa personne. Donc c'est élogieux, mais à part la notion de air brillant, qui est même très, très vague finalement, il n'y a pas de description précise, mais on suggère le caractère particulièrement séduisant finalement du duc, qui sort de l'ordinaire. On a un parallélisme de construction qui met, les 2 personnages sur un pied d'égalité, sur le côté du extraordinaire, sur la beauté. Il parut difficile de n'être pas surprise, mais il était difficile aussi de voir madame de Clèves pour la première fois avec, le terme surprise et puis, et étonnement, enfin qui se répondent, et qui sont des termes en fait, qui sont très forts, hein, au XVIIe siècle, qui marquent vraiment, une réaction, de surpris, enfin de saisissement, de trouble important. Et donc voilà, on retrouve cet art de la suggestion, de la litote, qui appartiennent à l'esthétique, précieuse. L'hyperbole, qui est soulignée par la proposition consécutive, hein. Monsieur de Nemours fut tellement surpris de sa beauté qu'il ne put s'empêcher de donner des marques de son admiration. Avec la tournure négative, il ne put s'empêcher, décrit de façon là encore précieuse le trouble ressenti par monsieur de Nemours. On a, une tournure assez, floue, assez, pudique, on va dire, avec marque de son admiration, mais on devine bien que monsieur de Nemours est très troublé. La suite du texte, et du passage de récit qui vient avant le dialogue, raconte, cette première danse sous les regards de la cour. Quand ils commencèrent à danser, il s'éleva dans la salle un murmure de louanges. On voit là encore ce lieu de la cour qui est un lieu où tout est observé. Les personnages sont au centre des regards, ils ne peuvent échapper à ces regards et cette rencontre, son caractère
extraordinaire ne passe pas inaperçu puisqu'on a cette tournure, là encore impersonnelle, hein, la cour est toujours décrite comme un personnage un petit peu, impersonnel avec le «on», avec la tournure, «il s'éleva». Dans la salle, un murmure de, louanges. Le caractère hors du commun de la rencontre est également souligné par le roi et la reine. Cette scène a un côté romanesque, selon le duc de Guise, avec qui d'ailleurs la princesse dansait au début du passage. La rencontre a quelque chose de galant, hein, et le duc de Guise en sera un petit peu jaloux, enfin, sera même extrêmement jaloux. Le hasard extraordinaire de la scène va donc être souligné et renforcé par l'intervention du roi et des reines, donc, la reine Catherine de Médicis et la reine Dauphine, auxquelles les courtisans doivent se soumettre, hein, puisqu'on voit, sans leur laisser le loisir de parler à personne, l'intervention est particulièrement impérieuse et ce sont eux finalement qui font peut-être office de la main du destin qui force un petit peu les choses. Donc, dans la dernière partie qui est un passage de dialogue, on passe donc du discours narrativisé, c'est-à-dire qu'on rapporte de façon racontée les paroles, hein. Ils les appelèrent, ils leur demandèrent s'ils n'avaient pas bien envie, alors ils les appelèrent, c'est du discours narrativisé, ils leur demandèrent s'ils n'avaient pas bien envie de savoir qui ils étaient, c'est du discours indirect. Et on passe cette fois au discours direct avec un dialogue qui rend plus vivant le récit avec cet impératif classique de plaire, hein, au lecteur. On a une sorte de zoom narratif qui permet de rentrer un peu plus dans l'intimité des personnages. La réponse de Monsieur de Nemours à la question du roi et des reines, est-ce qu'ils n'avaient pas envie de savoir qui ils étaient et est-ce qu'ils ne s'en doutaient pas? Fait preuve, enfin répond aux codes et aux exigences de la galanterie puisque, le duc fait preuve de modestie, tout en mettant en valeur la renommée de madame de Clèves. C'est une façon habile et raffinée de la complimenter sur sa beauté, sans, outrepasser, on va dire, les convenances, hein. Il faut extrêmement respecter la bienséance dans, ce milieu de, la cour. L'intervention de la dauphine est particulièrement cruelle, hein. Je crois, dit madame la dauphine, qu'elle le sait aussi bien que vous savez le sien, puisqu'elle sous-entend que madame de Clèves, connaît, en fait, a déjà entendu parler du duc de Nemours et qu'elle ne peut que le reconnaître et tout cela met madame de Clèves dans l'embarras, comme le montre la relative qui paraissait un peu embarrassée. Et c'est un moment finalement important puisque c'est la première fois de l'histoire que l'héroïne semble troublée. Souvenez-vous, dans tout le début du roman, la narratrice insiste lourdement sur le fait que mademoiselle de Chartres, qui devient madame de Clèves, ne ressent aucun sentiment ni pour son mari, ni pour personne d'autre. Elle n'a finalement jamais ressenti la passion amoureuse. Et donc, ce moment est le début et la naissance de la passion amoureuse entre les deux personnages. En conclusion, pour répondre à notre fil directeur, hein, qui était de montrer en quoi la scène a quelque chose d'extraordinaire. Donc cette scène de première vue est bien sûr un topos de la littérature précieuse, c'est-à-dire que c'est un cliché, c'est une scène très souvent adoptée par les auteurs de la littérature précieuse. Mais son caractère extraordinaire tient à la fois au fait que les personnages sont des personnages hors du commun, on les a décrits comme des personnages hors du commun qui surpassent les autres, et puis cela tient aussi aux circonstances galantes de la rencontre, hein. Ils se rencontrent dans un bal, ça n'est pas n'importe où, dans une soirée où ils sont particulièrement bien apprêtés, sous le regard de toute la cour, et tout cela répond au code de la préciosité qui prône une vision de l'amour assez raffinée et romanesque. Mais cette rencontre prend ici une dimension presque tragique, hein, puisque il y a quelque chose qui ressort du destin et on sait que la princesse va devoir lutter contre cette passion qui l'éloigne de son devoir conjugal. Et donc cet événement qui a longuement été préparé par la description des personnages et de la cour constitue l'élément déclencheur de l'intrigue principale.
Voilà pour cette explication.